L'harmattan s'installe dans le district d'Abidjan. Quels sont ses effets sur la santé? Comment s'en protéger? On en parle dans cette édition. Mohamed Salah, Ballon d'Or africain 2017, une première dans la jeune carrière de l'international égyptien. Enfin, 5 janvier 2012 en Égypte, la peine de mort est requise contre le président déchu, Hosni Moubarak. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. L'harmattan s'est donc installé dans le district d'Abidjan. Ce vent frais et sec, chargé de particules poussiéreuses venant du Sahara, fait craindre chaque année les maladies respiratoires. Alors comment se protéger de l'harmattan? C'est un reportage de Dangui Dangui. L'harmattan arrive lentement, mais sûrement sur le littoral. Il enveloppe déjà Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, de son voile blanc, parfois chargé de poussière. Malgré son cortège de brouillard, de changements de température souvent sans transition, marqués par des vents secs, de nombreuses personnes ne font pas attention à l'harmattan. Je ne sens pas tout le matin, mais pour le moment, je sens que le temps est un peu bon. De mon côté, ça m'arrange. Je ne sens rien, c'est moi qui fait beaucoup chaud, c'est tout quoi. Pas de cassure. Abidjan ici, l'harmattan, nous on ne la sent pas trop. Depuis qu'elle est arrivée, ça veut dire qu'en 2 en 3 jours, on sentit un peu l'effet de l'harmattan. Mais elle n'est pas trop forte. D'accord. Mais tout le monde ne résiste pas si bien à cette saison. Les réactions, elles, diffèrent d'un individu à un autre. Je n'aime pas souvent dormir aussi. Et les vêtements sur la peau. Environ de 2 heures ou 3 heures, je sens qu'il y a une fraîcheur aussi glace qui tient à ma peau. Donc ça m'empêche souvent de dormir. Ça me fatigue. Ça te fatigue? Je sens le vent sec. En tout cas, la journée, le matin, ça me fatigue, mais la nuit, je dors bien. Arrivé tardivement sur les bords de la lagune ébriée, l'harmattan promet visiblement de durcir le temps au fur et à mesure qu'il prend le sud du pays en otage. Beaucoup craignent qu'il n'ouvre la porte à une épidémie de grippe. Autre actualité, la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An 2018 au président de la République, Alassane Ouattara, s'est déroulée hier au palais présidentiel. Et au cours de cette cérémonie, quelques détails ont attiré l'attention de notre reporter, Éric Goré. Regardez. Une ambiance particulière ce jeudi 4 janvier au palais présidentiel. Plusieurs personnalités civiles et militaires sont là en vue de présenter leurs vœux au président de la République. Et pour permettre aux Ivoiriens de vivre ces moments en direct, la RTI a déployé un matériel de pointe et ses hommes. Chaque agent est à la tâche pour relever le défi. L'orchestre de la garde républicaine, quant à lui, s'apprête à apporter sa contribution à la réussite de l'événement. Non loin, le service traiteur qui prend aussi toutes ses dispositions en faveur des invités. Ok, notre mission ici à la présence, c'est d'honorer la restauration, c'est-à-dire que rafraîchir et tout faire, mettre en œuvre pour que le cocktail soit en bon état. Le hall du palais présidentiel est décoré pour la circonstance et un décor qui s'appuie sur les richesses agricoles du pays. On essaye d'exploiter les matériaux, donc le café, le cacao, avec d'autres fleurs locales qui sont magnifiques. Et puis on ajoute quelques fleurs importées, mais sinon en essayant toujours de respecter les couleurs donc, du pays orange, blanc, vert. Dehors, le jardin reçoit aussi ses invités. Des invités pas comme les autres. Des oiseaux qui symbolisent la paix par leur teinte. Leur présence n'est pas fortuite en ces lieux. Une présence qui prouve que la Côte d'Ivoire demeure une nation de paix. Quand la cérémonie tire à sa fin, le président de la République sort de la salle, suivi du vice-président. Chaque année, c'est une tradition pour toutes les couches sociales de souhaiter des vœux de santé et de longévité à leur chef. Une occasion pour le président de rappeler ce qui a été fait pour le bonheur des Ivoiriens et également les grands chantiers qui vont s'ouvrir cette année. Sport, football, Mohamed Salah, sacré meilleur joueur africain de l'année 2017. L'international égyptien a reçu hier son trophée lors d'une cérémonie organisée à Accra au Ghana par la Confédération africaine de football. Les temps forts avec Salif Ouattara du service sport.
Mohamed Salah a reçu à Accra la consécration continentale, un titre de joueur africain de l'année que l'Égyptien doit beaucoup à son rôle prédominant dans la sélection égyptienne. Depuis 2010, l'Égypte n'avait plus brillé en Coupe d'Afrique des Nations jusqu'à cette nouvelle génération de pharaons. Mohamed Salah a d'abord atteint la finale de la Coupe d'Afrique des Nations en février 2017 au Gabon, ne s'inclinant que dans les derniers instants face au Cameroun 2-1 en finale. Puis, il a qualifié son pays pour une phase finale de Coupe du Monde. Stade de la nouvelle équipe égyptienne, il a inscrit un doublé lors du dernier match qualificatif contre le Congo. Symbole de l'émotion suscitée par cette qualification et sa prestation personnelle, son ancienne école a été rebaptisée en son nom. Populaire au Caire, Mohamed Salah avait déjà été élu en décembre footballeur africain de l'année par la BBC et meilleur joueur arabe de l'année le 1er janvier 2018 par l'Union arabe de la presse sportive. À 25 ans, l'attaquant de Liverpool, Mohamed Salah, est le deuxième joueur égyptien de l'histoire à être couronné roi d'Afrique après le sacre de Mahmoud Al-Khatib en 1983. Et toujours concernant le football, sachez que votre serviteur, la RTI, va désormais s'intéresser à la Ligue 2 ivoirienne. Outre la Ligue 1 que la RTI couvre déjà, les matchs de la Division 2 seront retransmis en direct. Un accord a été trouvé entre la radiodiffusion télévision ivoirienne et la Fédération ivoirienne de football, et cela pour le grand bonheur des amoureux du ballon rond. On poursuit avec la 8e édition du Festival culturel et des arts d'Abobo. Ces festivités visent à célébrer la diversité et la cohésion à Abobo. Thème retenu, ouvrons-nous aux autres. On fait le point avec Thomas Guessambi. Son, lumière, mobilisation des grands jours. C'est le tableau qu'a présenté le Festival culturel et des arts d'Abobo. Sous la bannière d'un thème bien choisi des organisateurs, ouvrons-nous aux autres. Les festivaliers auront été servis. Trois jours durant, artistes et groupes artistiques, des plus confirmés, des plus illustres, aux talents en herbe, tous ont rivalisé d'ardeur, donnant ainsi un cachet à la fois particulier et spécial au Festica 2017. Dans la dynamique du thème choisi pour l'édition « Ouvrons-nous aux autres », la contribution significative de la communauté mauritanienne au travers de la présentation de ses canons de beauté et de son art vestimentaire. Briser donc les murs de méfiance, renforcer les liens sociaux et ancestraux. Le Festica, son commissaire général Kunta Mader, animateur de programmes radio-télé, professionnels de la communication, l'auront réussi. Les passionnés sont des hommes de valeur. Moi, je rêve d'être un homme de valeur. C'est pourquoi je m'investis largement en faisant ce festival avec mes amis. Plus de 25 000 festivaliers en communion. En se targuant d'avoir réussi ce pari, le Festica sait toujours pouvoir compter sur l'appui de la commune d'Abobo et de son maire, Adama Tongara. Des arrestations en Guinée équatoriale après le coup d'État manqué du 24 décembre dernier. En effet, une soixantaine de commerçants tchadiens ont été interpellés. Selon un communiqué, un groupe de mercenaires, des Tchadiens, Soudanais et Centrafricains avaient tenté d'attaquer le palais présidentiel de Koweté-Mongomo dans le sud du pays. Au Liban, comment sauver l'environnement? Des plongeurs participent à une opération de ramassage de déchets dans la mer. Bouteilles en plastique, en verre, canettes et autres boîtes de conserve sont ensuite recyclées. À noter que le Liban produit quotidiennement plus de 6000 tonnes de déchets. Ces plongeurs libanais ne sont pas venus admirer les merveilles de la Méditerranée. Armés de filets, ils ramassent les ordures qui s'entassent au fond de cette baie près de Beyrouth. Le Liban vit une crise des déchets depuis de nombreuses années que les autorités peinent à résoudre. Et la mer est souvent la destination finale de ces ordures en tout genre. On a organisé cet événement pour montrer comment les ordures affectent nos vies.
On ne demande pas à tout le monde de venir plonger et ramasser des ordures. On veut que les gens réfléchissent chez eux à comment gérer leurs poubelles. Canettes, bouteilles en plastique et même pneus de voiture, la pêche a été fructueuse. Ce type d'initiative privée se multiplie au Liban face à l'absence d'une politique publique à long terme pour gérer les 6000 tonnes de déchets produits quotidiennement. Le gouvernement doit gérer deux choses. D'abord, nous sommes en face d'une crise et il doit continuer à affronter cette crise. Mais en même temps, il doit commencer à réfléchir aux solutions durables de manière sérieuse, commencer à les mettre en place, même petit à petit. Par exemple, la question du tri et du recyclage à Beyrouth. Jusqu'à présent, on n'a pas commencé à le mettre en place de manière sérieuse. Dans l'arrière-pays, le secteur privé a, dans certains endroits, pris à son compte la gestion des ordures. Ce centre de tri récupère tous les déchets de la localité de Beit Meri, à une quinzaine de kilomètres de la capitale. L'entreprise Cedar Environnemental dispose de 8 centres comme celui-ci à travers le Liban, qui trient environ 80 tonnes de déchets par jour. Mais le recyclage ne représente que 15% du traitement des ordures du pays. Quand vous réunissez les ordures dans de grandes quantités, c'est impossible de les trier. Alors que quand vous les répartissez entre les régions et créez des usines, vous pouvez les trier et récupérer beaucoup de choses. À Beit Meri, nous avons réintroduit au moins 500 ou 600 tonnes de matières premières dans l'industrie locale. Le Liban pourrait revivre le même cauchemar qu'en 2015, quand les ordures avaient envahi les rues de Beyrouth après la fermeture de la principale décharge du pays. À Saïda, dans le sud, une montagne de déchets non traités a déjà fait son apparition sur la côte, dans l'enceinte d'une usine de recyclage. La municipalité s'est engagée à construire une nouvelle décharge prochainement. Hosni Moubarak devant le tribunal égyptien. L'ancien président est soupçonné d'être responsable du meurtre de manifestants pendant la révolte contre son régime. Le 5 janvier 2012, le parquet requiert la peine de mort contre Moubarak. Ami Koulibaly. Hosni Moubarak, en détention préventive dans un hôpital militaire de la banlieue du Caire, a une nouvelle fois comparu allongé sur une civière en raison de son état de santé. Le procureur Moustapha Kater a demandé la peine maximale pour celui qui régna sur l'Égypte pendant 3 décennies, en rappelant que la loi prévoit la peine de mort pour le meurtre prémédité. La peine de mort a également été requise contre l'ancien ministre de l'Intérieur Habib El Adli et 6 ex-responsables des services de sécurité jugés en même temps. Le procureur a aussi demandé la peine maximale pour les 2 fils de Hosni Moubarak, Alaa et Gamal, jugés avec leur père pour corruption, une inculpation passible de 15 ans de prison. Gamal était autrefois considéré comme le dauphin de son père. Hosni Moubarak est le premier dirigeant victime de la vague de soulèvement populaire du printemps arabe à comparaître en personne devant la justice. Le président égyptien déchu est jugé depuis le 3 août par un tribunal installé au milieu d'un important dispositif de sécurité. Il est accusé d'avoir donné des instructions pour ouvrir le feu lors de la répression du soulèvement contre son régime du 25 janvier au 11 février 2011. Qui a fait officiellement quelques 850 morts ou de n'avoir rien fait pour empêcher ces tirs. Hosni Moubarak a plaidé non coupable. Un autre procureur, Moustapha Souleyman, a insisté sur le fait qu'Hosni Moubarak devait assumer la responsabilité légale et politique de ce qui s'est passé. Le procureur a également souligné que Adli ne pouvait pas donner des ordres de tirer sur les manifestants sans avoir obtenu des instructions de Moubarak. La veille, Souleyman avait estimé disposer de preuves solides de l'implication de Hosni Moubarak dans le meurtre de manifestants et dénoncé le manque de coopération délibérée des nouvelles autorités avec l'accusation. Il avait décrit Hosni Moubarak comme un dirigeant tyrannique qui a répandu la corruption et ruiné le pays sans rendre des comptes. Ce procès ainsi qu'un châtiment exemplaire sont réclamés avec force par les familles des victimes de la répression ainsi que par les mouvements ayant participé au soulèvement. De nombreux témoignages à la barre de policiers sont toutefois allés dans un sens globalement favorable à Hosni Moubarak, amenant les partis civils à protester contre un procès qualifié de
à décharge et à mettre en cause l'impartialité du président de la Cour, le juge Ahmed Rafat. Ce développement judiciaire survient alors que l'Égypte est engagée dans la dernière phase de l'élection de ses premiers députés de l'ère post-Moubarak. Je vous souhaite une très belle soirée sur RTI2.